ces mouvements très violents comme on a connu il y a quelques semaines. Simplement, ça traduit tout simplement une financiarisation de l'investissement en matières premières et aussi agricoles, et qui est liée à l'excès de liquidité. Évidemment, pourquoi les matières premières ont corrigé il y a quelques jours, vous l'avez compris, c'est que c'est la fin de la deuxième politique monétaire de quantitative easing de la Fed. Et donc, fin juin, il n'y aura plus de support à la liquidité. Il y aura une nouvelle phase de marché. Et donc, le marché a corrigé sur les matières premières pour cette raison-là. Et donc, nous pensons qu'effectivement, aujourd'hui, le vrai risque de l'inflation, il viendra des États-Unis par le truchement des pays émergents lorsqu'ils l'accepteront. Et comme c'est indiqué sur le document suivant, on se rend compte qu'aujourd'hui, cet excès de hausse des prix des matières premières et alimentaires, en fait, et c'est en haut à gauche, il est tout simplement, comme en 2008, provoqué par l'absence d'indexation localement des prix énergétiques dans les pays d'Asie. En Asie, vous ne payez pas les prix des matières premières au prix du marché, ce sont des prix administrés. On avait connu pareil phénomène en 2008, c'est-à-dire qu'en Chine, lorsque l'essence monte de 70% aux États-Unis, elle gagne à peine 15%. Donc ça veut dire que vous ne payez pas le prix, il n'y a pas d'élasticité de la demande au prix, et ça explique l'excès peut-être aujourd'hui. Et bien entendu, il existe un moment, et c'est le cas depuis un mois et demi, où les Chinois finalement acceptent, parce que ça coûte très cher, de faire monter les prix localement. Vous constatez que depuis un mois et demi qu'ils l'ont fait, comme par hasard, les indicateurs économiques chinois faiblissent un petit peu. Je pense que ce n'est pas un hasard. C'est sûr que si vous payez l'essence au prix en Chine, vous avez intérêt à construire une usine en Chine à ce niveau-là. Il n'y a pas que l'essence que vous payez à ce prix-là. Donc c'est l'ajustement dans les pays émergents des prix énergétiques avec un effet de retard qui explique les tendances actuelles et donc qui pour nous vont entraîner un ajustement sur les prix. Alors simplement, je l'ai mis à droite, sur les salaires, c'est trop tôt, le problème ne se pose pas, y compris en Chine. Franchement, la Chine, on part de niveaux très très bas de salaire. Ils augmentent beaucoup, de 20%, c'est vrai. Mais vous savez que la part des salaires dans les prix de biens que l'on achète en zone euro ou aux États-Unis, c'est même pas 5%. Donc même s'ils gagnent ces salaires 20%, c'est à peine 1%. Les marges sont de 30-50%. Donc pour nous, ce qui compte pour l'Asie, les pays émergents, c'est trouver les prix finaux auxquels on achètera, nous, Européens, Américains. C'est pas le contraire. Donc aujourd'hui, le problème ne se pose pas. Pour nous, il se posera dans 2-3 ans, au prochain cycle, pas maintenant. Alors pour parler de la BCE, parce que c'est le sujet important pour nous, c'est que la BCE a décidé de changer de politique monétaire. Je pense qu'elle l'a fait clairement, elle l'a dit clairement. Le principe de la BCE pour nous est assez clair. Il ne correspond pas du tout à ce que font les banques centrales des autres pays industrialisés. La BCE considère qu'une fois qu'on est sorti de la crise économique et que la crise financière se normalise, en dehors de quelques cas, la BCE veut revenir à une politique neutre, c'est-à-dire à des taux d'intérêt neutres, autour de 2%, peut-être un peu plus haut l'an prochain, parce que les prévisions économiques se trouvent normales, mais en même temps, la BCE n'a pas, selon nous, d'autres objectifs, puisque comme je l'indique à droite, la discipline qu'il faut peut-être rappeler de la zone euro a entraîné des baisses de salaire, surtout dans l'industrie, dans beaucoup de pays comme l'Espagne. Donc les vrais indicateurs de la BCE nous paraissent pas aujourd'hui être en place. La BCE est plutôt dans une logique différente, c'est que, ça je ne l'ai pas écrit, mais je vais le dire oralement, mais la BCE considère qu'elle fournit de la liquidité à des banques qui ne font pas forcément leur métier de banquier dans certains pays périphériques, à savoir qu'elles vont finalement racheter des titres d'État et que la BCE refinance. Et je pense que la BCE, dans sa logique qui est justifiée, elle est là pour financer l'économie privée, pas de refinancer les États. Et donc la normalisation des taux, c'est pour mettre un peu de pression sur les banques commerciales pour pas finalement implicitement refinancer leur propre État. Je crois que c'est plutôt ça que je verrai en filigrane. Et de toute façon, si on est précis, que les taux d'intérêt soient à 1% ou à 2%, ça n'a pas d'influence tant pour l'économie que pour les marchés financiers dans leur globalité. La question, elle n'est pas là. C'est plutôt qu'effectivement, il vaut peut-être mieux des taux à 1% pour les banques en difficulté, me semble-t-il. Après, c'est un choix. Tout à l'heure, ça a été évoqué. Le choix est un choix aujourd'hui sur les pays en difficulté politique. Et donc, les taux à 1 ou à 2, ce n'est pas forcément le plus important. Si on regarde le marché obligataire par rapport à ce contexte de normalisation des taux courts, finalement, c'est ce que j'indique à gauche, nous constatons que les taux d'intérêt réels en Allemagne, c'est-à-dire le taux d'intérêt de référence de la zone euro, auquel on enlève le taux d'inflation, on reste autour de 2%.
malgré le contexte économique, malgré la crise des pays périphériques, la dette d'État allemande, qui est la seule vraie dette triple A au monde, c'est le seul taux vraiment triple A au monde, nous paraît pas finalement si cher. Et si vous intégrez la prime que paient certains États comme la France ou d'autres émetteurs privés, finalement les taux d'intérêt sont plutôt normaux. Et nous on constate surtout qu'aujourd'hui, c'est indiqué à droite, que le marché anticipe une rapide remontée des taux, puisqu'on pense que dans les marchés financiers que les taux d'intérêt de la BCE sont rapidement vers 2,5%. Donc ça nous paraît tout à fait justifié sur la durée, mais un peu rapide. Donc le marché nous paraît être plutôt dans une phase neutre. Et si vous n'achetez pas que du taux État allemand, et ce que peu d'investisseurs, me semble-t-il, font, eh bien vous avez plutôt des rendements qui nous paraissent normaux, que ce soit les valeurs financières même un peu élevées, et certains États périphériques même assez décotés. Évidemment, le vrai sujet de toutes les présentations qu'on réalise aujourd'hui, ça revient plutôt à parler du risque État. Puisque, comme je vous l'explique, le taux d'intérêt va remonter de la BCE, mais ça n'est pas un grand événement. Les taux d'intérêt à moyen et long terme peuvent l'intégrer. Aujourd'hui, la vraie question, c'est que se passe-t-il sur le risque souverain ? Alors évidemment, hier soir, il y a eu encore un événement avec la lettre qu'a envoyée le ministre Schäuble à différentes autorités européennes. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des points importants qu'il faut souligner avant de parler de quelle peut être la sortie et les solutions. Le premier point, puisque je dirais en tant que gérant obligataire, on est de plus en plus mis à contribution dans les discussions. J'ai fait partie d'une délégation d'investisseurs, alors qui comprenait des gérants, des portefeuilles de banque et des hedge funds. On était une vingtaine de personnes à visiter à Athènes le gouvernement, la Banque centrale, le Trésor et le FMI. Qu'est-ce qu'on comprend de la crise aujourd'hui ? C'est que la zone euro, elle est constituée de pays qui sont tous malheureusement différents pour des raisons historiques. Que chacun malheureusement a une situation différente. Que la normalisation des économies, des systèmes bancaires prend du temps et des économies encore plus. Et que quand vous écoutez les différentes entités, vous avez quand même une vision assez, je dirais, simple, me semble-t-il, qui consiste à dire que la zone euro, c'est d'abord une construction politique et sociale, avant d'être économique, et que pour nous, jusqu'à aujourd'hui, tous les hommes politiques, tous les gouvernements, ainsi que les autorités européennes ont confirmé leur volonté de maintenir la zone euro et de faire les efforts nécessaires. J'ai reçu avec mon équipe à Paris lundi 2 Länder allemands. C'est toujours amusant d'écouter les Allemands parce que les Allemands ont fait une réunification il n'y a pas si longtemps. Et il y avait un Länder de ex-Ouest et ex-RDA. Et que disait le Länder de l'Ouest, un des plus riches ? Il disait, mon collègue ministre des Finances du Länder de l'Est, eh bien nous on a convenu que les écarts économiques, pourtant ils sont tous allemands au départ, on a convenu qu'il fallait 30 ans aux Länder de l'Est pour converger vers ce qu'on fait en Allemagne de l'Ouest. 30 ans. Pour vous dire l'état des choses. Aujourd'hui, tous les hommes politiques ont conscience, les gouvernements, les autorités ont conscience de ça, y compris le FMI. Donc les solutions aujourd'hui, les problèmes aujourd'hui, c'est qu'on a fait un plan un peu court. 2013 est un plan très court dans la mesure où qu'est-ce qu'on fait en premier ? On a fait le contraire de la stratégie américaine. On a voulu faire la réduction de la dépense publique. Tous les pays de la zone euro, peut-être un peu moins d'ailleurs la France et le Portugal, ont mis l'accent sur la réduction de la dépense. Alors c'est très bien, simplement ça provoque une chose, comme vous l'avez tous vu, c'est la chute d'activité économique. Donc quand on veut, un an plus tard, comme en Grèce, réanalyser le problème, vous le faites au moment où on est au pire de la situation économique. Et aujourd'hui, bien sûr, on ne peut pas tirer grand enseignement de la situation en Grèce par rapport à il y a un an. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, quand vous écoutez les différents éléments que j'ai pu entendre à Athènes il y a quelques jours, la défense du gouvernement, c'est de dire, et ce qui est tout à fait vrai, ils ont appliqué toutes les réductions de dépenses qu'on leur avait demandées. Simplement, ce sont les revenus qui se sont effondrés. Et à ce stade, vous n'avez aucun élément, et même les gens que j'ai rencontrés du FMI, pour dire que les Grecs ne sont pas de bonne foi. Le gouvernement actuel n'est pas de bonne foi. Il est trop tôt pour juger. Vous ne pouvez pas juger. Les premières mesures ont été prises, votées en avril 2010. On est sur les chiffres de mars 2011. C'est beaucoup trop court pour juger. Et la bonne nouvelle, c'est que la zone euro est constituée de pays qui ont tous un patrimoine, une histoire longue, et qui ont tous des réserves et des richesses, y compris la Grèce. La Grèce, par exemple, est un pays de sous-efficacité économique. La Grèce a plein de possibilités de développement économique. Le gouvernement les mettra-t-il en œuvre ? C'est une vraie question, et à ce stade, personne ne le sait. Donc pour moi, la conclusion que je voulais dire en quelques mots, c'est que finalement,
Quel est le vrai problème? C'est qu'il faut longtemps pour faire quelque chose. Donc vous avez compris que les gouvernements et le FMI veulent rallonger le plan aujourd'hui. Simplement, on ne peut pas le faire sans trouver un financement de la Grèce entre-temps, et qui est très coûteux, comme vous l'avez compris, et qui entraîne toutes les discussions